Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Cet épisode, comme les précédents, je le vois comme le début d'une conversation. Un échange inspiré par les podcasts que j'écoute, par mes lectures et par des conversations de la vie quotidienne. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler de la gastronomie française, de la cuisine française. On s'éloigne pas tant que ça du sujet de la semaine dernière, en fait, parce que chercher des moyens de voyager sans quitter son chez-soi, ça peut aussi passer par la cuisine. Quand je mentionne la cuisine française, quelle image, ou plutôt quelles images au pluriel, quelles images traversent votre esprit ? J'avais envie de commencer l'épisode avec cette question parce que j'ai remarqué que chez beaucoup de mes élèves, l'apprentissage du français va de pair avec un intérêt pour la cuisine française. Ces deux choses-là vont de pair, c'est-à-dire qu'elles vont ensemble. Encore aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une certaine aura qui entoure la gastronomie française dans le monde. Pour définir la gastronomie de manière simple, je dirais que c'est l'art de faire de la bonne cuisine, mais aussi l'ensemble des règles qui conditionnent l'art de bien manger, avec un soin tout particulier pour les produits utilisés. Cette semaine, la question principale qu'on va se poser, c'est pourquoi et comment la gastronomie française s'est imposée comme une référence dans ce domaine. Avant d'essayer de répondre à cette question, on va d'abord s'intéresser à la place de la cuisine dans la vie quotidienne. Cuisiner, c'est une activité qu'on fait par plaisir ou par devoir dans certains cas. Dans cette première partie, on va parler de notre relation à cette activité quotidienne. Ensuite, on va chercher à comprendre d'où vient le prestige de la cuisine française. Pour faire ça, on va analyser différentes raisons qui expliquent l'influence de la gastronomie française au-delà des frontières de la France. Pour finir, je vais vous emmener dans un petit voyage culinaire dans ma région d'origine, le Pays Basque. C'est un coin de France où la tradition et la cuisine locale occupent une place très spéciale. Restez jusqu'à la fin puisque je vais partager avec vous une de mes recettes préférées, celle du gâteau basque. En préparant l'épisode de cette semaine, j'ai consulté un sondage qui date de 2016. Un sondage qui s'intéresse aux habitudes et aux préférences des Français concernant la cuisine. Cette année-là, 7 Français sur 10 déclaraient apprécier faire la cuisine. 30% des Français qui disent ne pas aimer cuisiner, ça représente quand même un paquet de personnes. Ça fait un paquet de personnes, autrement dit un grand nombre de personnes qui n'apprécient pas faire la cuisine ou qui ne prennent pas de plaisir dans cette activité. Alors, je dois vous avouer que moi aussi, je fais partie de ces 30% de Français. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. J'aime l'idée de cuisiner, mais pendant longtemps, je crois que vivre à Taïwan m'a rendue un peu paresseuse de ce côté-là. Avec mon mari, quand on habitait dans le centre-ville de Taipei, il y avait plein de restaurants autour de chez nous. À Taïwan, c'est assez facile de trouver de bons restaurants, pas très chers, près de chez soi. Donc, à cette époque-là, on cuisinait pas souvent chez nous, mais maintenant qu'on s'est éloigné du centre-ville, on s'est mis à cuisiner pour la plupart des repas. Enfin, je devrais plutôt dire, mon mari s'est mis à cuisiner. Parce que moi, je cuisine jamais. Bon, je vous le cache pas, j'ai un peu honte de dire ça à voix haute dans ce podcast, mais c'est la vérité, même si je compte bien changer ça cette année. En fait, il y a plein de raisons de préférer cuisiner chez soi. La première, cuisiner à la maison, ça reste le meilleur moyen de manger sainement et de faire des économies. Ça fait du bien au corps et au porte-monnaie. Dans le fait de cuisiner, je crois qu'il y a aussi quelque chose de réconfortant.
pourquoi il y a eu un engouement si fort autour du pain et de faire son pain à la maison pendant la pandémie. C'est peut-être lié à ce côté réconfortant. Et puis je pense qu'on peut prendre du plaisir à cuisiner parce que c'est un moyen de produire quelque chose de concret. Quand on cuisine par plaisir, cuisiner pour soi ou pour les autres entraîne un sentiment de fierté et de satisfaction. D'ailleurs, je trouve que c'est très important de faire la distinction entre cuisiner par plaisir et cuisiner par devoir. Pour celle ou celui qui cuisine le plus dans un couple, il peut y avoir une forme de pression qui s'installe au fil du temps. J'ai la chance d'avoir un mari qui ne se plaint pas d'être celui qui cuisine. Il n'est pas français, donc il ne se plaint pas. Mais en avoir marre d'être le ou la seule à cuisiner, c'est un sentiment totalement légitime. Je me suis longtemps donné bonne conscience en me disant que je faisais les autres tâches ménagères, comme la lessive ou le ménage. Mais au final, est-ce que cuisiner est une tâche ménagère comme une autre ? Après y avoir un peu réfléchi, je ne crois pas. Du coup, une de mes résolutions cette année est de repartir à la base de mon éducation culinaire. Cuisiner devrait être un plaisir, pas une obligation. Quand on débute, la question qui se pose, c'est par où commencer ? Je sais que pour moi, c'est une question un peu intimidante. Mais ne pas savoir cuisiner n'est pas une excuse pour ne pas apprendre à le faire. Bon, dans le passé, j'ai appris à faire des gâteaux. Par contre, aujourd'hui, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Quand j'ai quitté la maison pour aller à l'université, je me suis toujours débrouillée, on va dire. Maintenant, je me retrouve à 30 ans passés et je me rends compte de l'importance de prendre goût à cuisiner, petit à petit. Comme pour un certain nombre de choses dans la vie, je me mets parfois trop de pression avec la cuisine. Voilà, je suis un peu perfectionniste sur les bords. Cette expression-là, être un peu perfectionniste sur les bords, ça signifie que je suis quand même un peu perfectionniste, tout simplement. Vous pouvez l'utiliser avec un adjectif qui a souvent une connotation négative. On ajoute un peu pour atténuer la critique, pour la rendre moins forte. Par exemple, on peut dire « il est un peu râleur sur les bords ». Bref, fin de la digression avec le vocabulaire. Je voudrais partager quelques conseils avec vous si, comme moi, vous êtes apprenti cuisinier. 3 choses. Avoir le réflexe de trouver des recettes de saison, apprendre à gérer son temps en cuisine et connaître quelques techniques de base pour se sentir à l'aise. À mon avis, le plaisir de cuisiner n'est pas seulement inné, mais il peut aussi s'apprendre en faisant la cuisine, en pratiquant régulièrement. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de l'apprentissage, mais je crois que ce qui compte avant tout, c'est d'essayer. Finalement, on n'est pas si loin des questions qu'on se pose dans l'apprentissage des langues. Avec la cuisine, comme avec les langues étrangères, on progresse en se confrontant à l'échec. C'est cet échec qui nous apprend quelque chose aussi. S'il y a une chose que je retiens de tout ça, j'ai envie de dire que pour avoir une meilleure relation à la cuisine, ou pour développer sa relation à cette activité quotidienne, il ne faut pas avoir peur de se lancer, d'apprendre et de recommencer même quand on rate quelque chose la première fois. Au-delà d'aimer cuisiner, c'est important de savoir cuisiner parce que ça permet d'être autonome, par exemple. Avant de passer à la partie suivante, je vous invite, vous aussi, à réfléchir à votre relation à la cuisine, dans la vie quotidienne. Quelle place cette activité occupe dans votre vie ? J'ai pas l'ambition de devenir chef dans un restaurant gastronomique, mais après tout, c'est bien de rappeler que la cuisine du quotidien, celle qu'on prépare chez soi, cette cuisine-là est à la portée de tout le monde. Je vous propose maintenant de continuer notre conversation sur la cuisine avec quelques réflexions sur la gastronomie française. La gastronomie française, comme on la connaît aujourd'hui, est le résultat de siècles de tradition et de transmission. Petit à petit, elle s'est imposée comme une référence dans ce domaine. Ça vaut le coup de se demander
d'où vient le prestige qui est souvent associé à la gastronomie française. Et effectivement, quand je discute avec des personnes qui travaillent dans ce milieu, elles m'expliquent souvent qu'avoir une expérience dans une école de cuisine française ou un grand restaurant français, ça peut être un vrai plus sur le CV. Mais alors, est-ce qu'on peut expliquer les raisons pour lesquelles la cuisine française occupe une place particulière ? J'imagine que la diversité des terroirs en France est une première piste possible. Ce que j'appelle un terroir, c'est l'ensemble des terres d'une région donnée, qui sont associées à un ou plusieurs produits caractéristiques, comme le vin par exemple. Donc oui, il y a une grande richesse agricole en France, mais c'est loin d'être la seule raison de la popularité de la cuisine française. Je pense notamment aux raisons économiques et à la place géopolitique de la France. La colonisation joue un rôle important aussi dans la construction de la gastronomie française. Donc, pour comprendre les raisons qui entourent l'aura de la cuisine française, on peut remonter dans le temps. Dès le XVIIe siècle, avec Louis XIV, la France a utilisé sa gastronomie comme un soft power. Un soft power, j'appellerais ça un pouvoir de convaincre en français. La gastronomie devient un outil pour montrer sa puissance. C'est un élément central de l'image de marque de la France qui lui permet de se différencier des autres pays. Ça, c'est un point important. Il faut être conscient du lien très fort entre la gastronomie et la diplomatie française. Au XVIIe siècle, Louis XIV organisait des banquets à Versailles. Aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, les dîners d'État sont un symbole du pouvoir politique, évidemment. La gastronomie est un outil pour développer l'influence française à l'international. Ce serait un peu réducteur de penser que la place de la gastronomie française repose principalement sur les terroirs et sur la grande diversité des produits. En France, comme je le disais dans l'épisode de la semaine dernière, on a la chance d'avoir une grande diversité de paysages, encore plus avec les dom-toms. Pour information, les dom-toms sont les départements d'outre-mer, les territoires situés à l'extérieur de l'Europe, qui sont issus de l'ancien empire colonial français. Mais la France n'est pas le seul pays à avoir de bons produits et une grande diversité de terroirs. Parfois, il y a un certain discours qui résume la gastronomie française à ses bons produits et à ses bonnes recettes. Alors, il me semble que c'est important de souligner que d'autres pays ont de bons produits. De son côté, la France a su se différencier à travers la promotion de ses produits. Un autre facteur qui explique l'influence de la gastronomie française, c'est donc le facteur commercial. La capacité à exporter ses produits vers d'autres marchés, d'autres pays. Je cite encore une fois l'exemple du vin parce qu'il est vraiment emblématique. Je voudrais mettre en lumière un autre point décisif, le rôle du tourisme dans la place que la gastronomie française occupe. En temps normal, la France reste la première destination touristique dans le monde. Connaître cette information, c'est essentiel pour comprendre et analyser l'influence de la gastronomie française. D'ailleurs, je serais curieuse de vous poser la question, à vous, les auditrices et les auditeurs de ce podcast. La cuisine française occupe quelle place dans votre envie de parler français ou de visiter la France ? Je suppose que beaucoup de touristes étrangers viennent en France pour plein de raisons, mais aussi pour découvrir l'art de vivre à la française et pour déguster de bons petits plats. Un petit plat, c'est juste un repas bon et simple, comme ce qu'on mange à la maison. Je sais que découvrir la gastronomie locale, ça fait partie de mes attentes quand je voyage quelque part. Si on pousse la réflexion un peu plus loin, les pays qui ont une très bonne réputation culinaire sont souvent des lieux particulièrement touristiques. C'est vrai pour la France, pour l'Italie, la Thaïlande, le Japon, et les exemples que je pourrais ajouter sont nombreux. Je voudrais dire quelques mots sur un point que j'ai mentionné très rapidement tout à l'heure. Le rôle de la colonisation.
La richesse de la cuisine française vient de sa capacité à se nourrir d'autres cuisines, notamment grâce à des ingrédients venus d'ailleurs. Il faut souligner que la colonisation a facilité l'accès à plein d'autres cuisines. Si on parle d'ingrédients, je pense à l'exemple de la vanille. Tous ces produits, comme les épices, toutes ces idées qui ont enrichi la gastronomie française ont un lien direct avec la colonisation. Tout ça joue un rôle majeur dans la construction de la gastronomie française. Comme on l'a vu dans cette partie, les raisons qui expliquent l'influence de la gastronomie française sont nombreuses, et on les a certainement pas toutes citées. En tout cas, je pense que la force d'une cuisine créative, c'est d'utiliser un certain savoir-faire, de créer des ponts et de donner de la place aux traditions locales. Dans la cuisine actuelle, ce qui est valorisé, c'est la créativité autour de produits locaux et de saison. Les cuisines ont tendance à être de moins en moins nationales et de plus en plus de terroirs. Ce que je veux dire, c'est que les cuisines régionales sont de plus en plus mises en avant en France. Du coup, pour finir, je vous invite à faire un petit voyage culinaire dans ma région d'origine, le Pays basque français. Si je devais définir la cuisine basque en quelques mots, je dirais qu'elle est marquée par une forte tradition familiale. Elle est pleine de saveurs et riche en couleurs. La cuisine basque est généreuse et elle a du caractère. Elle repose sur des produits frais et locaux. Et puis, le Pays basque bénéficie beaucoup de sa localisation géographique, puisqu'il est situé entre l'océan Atlantique d'un côté et les montagnes Pyrénées de l'autre. Dans cette cuisine régionale, il y a un vrai respect des saveurs naturelles des ingrédients et des produits locaux. Pour mentionner quelques plats traditionnels, il y en a beaucoup, donc je vais certainement en oublier, mais je pense par exemple au poulet basquez. Pour ce qui est des produits typiques, il y a le jambon de Bayonne, le fromage de brebis, le piment d'Espelette est très emblématique aussi. Il faut imaginer que c'est un peu comme le poivre basque. Et évidemment, il y a mon préféré, le gâteau basque. C'est le moment de noter la recette si ça vous intéresse. Je vais ajouter les quantités précises dans les notes de cet épisode. Pour le préparer, on doit faire une crème pâtissière. D'abord, on met du lait à chauffer sur le feu, on mélange du sucre, un sachet de sucre vanillé, de la farine et des œufs. On remue le mélange le temps que le lait chauffe, puis on ajoute le lait au mélange. On remet tout ça sur le feu pour laisser la crème épaissir. On ajoute un peu de rhum, on remue, et voilà, la crème est faite. Pour la pâte du gâteau maintenant, on commence par ajouter une pincée de sel à la farine, ensuite on ajoute le sucre, le beurre et les œufs. On va pétrir la pâte à la main, et c'est tout simplement une pâte sablée en fait. Pour la suite de la recette, je vous laisse aller regarder la vidéo parce que c'est quand même plus agréable de voir la recette en action. Le lien est dans la description de cet épisode. Ce que j'aime aussi dans ce gâteau, c'est qu'il reflète bien la tradition familiale de la cuisine basque. Dans le passé, le gâteau basque était un gâteau de fête. On le préparait quand on invitait quelqu'un à la maison. Donc on peut vraiment dire que c'est un dessert de famille. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura fait réfléchir un peu sur l'image ou les images que vous associez à la gastronomie française et aux cuisines régionales. Et si vous faites la recette du gâteau basque, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram. Toutes les informations essentielles sont dans les notes de cet épisode, avec quelques recommandations de podcasts à écouter. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux,
et notamment Instagram, où je partage des ressources supplémentaires pour continuer à échanger. Le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est encore d'en parler autour de vous. Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'écouter, je vous encourage à mettre une note sur Apple Podcast et à écrire un commentaire. Je le répète, comme chaque semaine, vos commentaires sont très utiles dans l'amélioration de ce podcast. Alors, si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous encourage à m'écrire ou à m'envoyer un message vocal sur mon compte Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite!